Notre invité de ce soir est Frédéric Bossard, ici présent. Donc il va se plier au jeu tout seul des intervenants, puisque le sujet n'est pas un sujet mathématique ou scientifique pur et dur, c'est un sujet de société plus. Et donc c'est lui qui est en tant que directeur général d'Épure, l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise, qui intervient ce soir et qui jouera le double rôle de la partie la plus technique et de la partie la plus sociétale, dirions-nous. Le procédé habituel, donc au bout d'une heure on arrête, on fait ce petit quiz, on repart pour une heure et à 9h30, extinction des feux. Voilà, bonne soirée à vous tous et je laisse la parole à Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Je vous remercie d'ailleurs aux gentils organisateurs de m'avoir invité. L'exercice est pas facile, alors vous m'en excuserez auparavant. Tout simplement parce que je ne vais pas vous parler de sciences, en tous les cas de sciences dures, mais plutôt de sciences sociales, puisque le sujet de ce soir va être la ville. Et la ville, c'est assez compliqué à décrire, c'est encore plus compliqué d'en parler parce qu'on a finalement beaucoup d'axes possibles pour parler de la ville. Alors j'ai choisi un axe, j'espère qu'il vous plaira, tout simplement parce que j'imagine que vous avez des idées plutôt d'architecture sur la ville et je vais précisément pas du tout vous parler d'architecture ce soir. Comme ça, je vous le dis tout de suite, tant pis si vous êtes déçus, mais je vais plutôt vous parler de ce qui fait la ville, de la façon dont la ville évolue aujourd'hui, puisque si on a une seule certitude, c'est que la ville que vous connaissez, la ville que vous avez parcourue, la ville des livres d'architecture, la ville classique européenne, héritée du Moyen-Âge, pour ne pas dire de l'Antiquité, n'existe plus, en tous les cas plus sous ses formes telles que vous l'imaginez, et encore moins dans ses pratiques sociales ou sociétales. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce soir, en un temps très court, ce qui rend l'exercice d'autant plus compliqué. Et du coup, je m'en excuse aussi auparavant si vous avez l'impression que je parle un peu charabia. N'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions si vous trouvez que je ne suis pas tellement compréhensible. Tout simplement parce que le sujet finalement est très vaste et peut-être un peu trop vaste pour un quart d'heure, c'est ça, de présentation. Et j'ai déjà mangé 2 minutes. Bon, 20 minutes, ok. Alors j'ai pris quelques antisèches parce que je vais vous donner quelques chiffres. Ça fera comme si j'étais un petit peu mathématicien. Ça sera quelques statistiques. Je commencerai par une évidence. La ville, c'est tout sauf naturel. La ville, le milieu naturel ne connaît pas la ville. La ville est tout simplement un lieu fabriqué par les hommes. Donc c'est un construit et à ce titre-là, c'est surtout un espace fonctionnel. Alors les premières fonctions de la ville ont été bien évidemment la défense et puis ensuite le commerce. C'est pour ça que souvent on dit que la ville est fille de commerce, mais en tout état de cause la ville est absolument un construit social et donc la dimension prégnante de la ville c'est le social et ce qui fait société. Et d'ailleurs les grandes villes ont fait société au point qu'il y avait des sociétés locales, mais j'arrêterai là mon cours d'histoire, puisque je n'ai pas vraiment vocation à vous faire ce soir ni un cours d'histoire ni un cours de géographie. Et d'ailleurs, je vous parlerai de la ville comme un processus d'urbanisation avec des sociétés inscrites territorialement. Alors le territoire, là aussi, il y a plusieurs acceptions au territoire. Le territoire, on en parle un petit peu comme on parle de notre terme, mais le territoire, il faut savoir que c'est un construit social. Un territoire ne vaut parce qu'il est parce qu'il est pratiqué par des humains. Et c'est pour ça qu'on n'a pas un territoire, mais il y a des territoires. Mon territoire est profondément différent des vôtres, et d'ailleurs je vais y revenir dans ma présentation. Alors ce qui est intéressant quand on essaye de penser la ville, puisque c'est le sujet qui m'a été donné de vous présenter ce soir, c'est que précisément la ville accueille des gens. Elle vous accueille, elle m'accueille, et que tout ça forme société. Mais cette société, elle a drôlement évolué depuis un siècle et demi. Et d'ailleurs, j'avais pris quelques exemples pour vous montrer comment, depuis le début du XXe siècle, cette société a beaucoup évolué. On pourrait même dire que
il y a eu un avant la Première Guerre mondiale, et puis il y a eu une accélération très très forte depuis 68, puisque cette date marque incontestablement une rupture sociétale forte liée à l'évolution du territoire et à la reconstruction d'après-guerre. Alors, quelques chiffres, vous m'arrêterez si je vous en donne trop. Déjà pour vous dire qu'en 1946, seulement 53% de la population française était urbaine, au sens où elle habitait une ville. Cette part de population est passée à 70% dans les années 70, au seuil des années 70, en 68. Elle est de 79% en 2014. Donc on est passé de 46 à 2014, de 53% de population urbaine à 79%. On imagine qu'au seuil de 2020, on sera à 82% de population urbaine. Et on a souvent l'occasion de dire qu'on est passé de 80% de population qui habitait sur 20% du territoire à 20% de la population qui habitait sur 80% du territoire à 80% d'une population qui habite 20% du territoire. Ce qui montre le phénomène de polarisation de la population autour d'espaces urbanisés sous les phénomènes que je vous décrivais auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a finalement à peu près 95% de la population française qui vit dans un espace urbain ou sous influence urbaine. Quand on habite Saint-Étienne, on habite un espace urbain. Quand on habite dans la plaine du Forêt, on habite aussi un espace sous influence urbaine, parce que la population qui habite la plaine du Forêt, voire même les quelques endroits du mont du Pilat, ont les mêmes habitudes que vous. Ils regardent la télé, ils consomment à Lyon ou à Saint-Étienne, ils ont tous une connexion Internet, ils ont donc des modes de vie urbains comme ceux qui habitent Saint-Étienne intramuros. Donc les villes françaises abritent aujourd'hui 47,9 millions d'habitants, occupent 22% du territoire, et on a eu une hausse de 19% de l'espace urbain en une seule décennie. Ce qui vous montre la concentration et dilatation de cette population sur notre territoire. Alors je vous disais que la société évolue fortement. Alors là aussi, j'ai un peu de plaisir à vous donner quelques chiffres. L'espérance de vie augmente, ça tout le monde le sait. Durant le XXe siècle, la durée moyenne d'une vie est passée de 500 à 700 000 heures en moyenne. C'est-à-dire un gain de 40% en un siècle. 40% d'espérance de vie en plus en un siècle. La durée légale du travail a baissé, mais elle a baissé presque des 2/3. On est passé de 67 000 heures, pour passer à 67 000 heures, c'est-à-dire que c'est à peu près 42 ans à 35 heures hebdomadaires. Bon, c'est une moyenne, hein, on sera d'accord. En revanche, aujourd'hui, du coup, la conséquence, c'est que dans une vie, on dispose de 400 000 heures, dans une vie éveillée, hein, je précise évidemment, on dispose à peu près toutes et tous de 400 000 heures hors travail, et que nous passerons à peu près à un quart de ce temps-là devant la télé. Donc c'est une évolution sociétale majeure. Je ne parle pas de la télé, mais je parle des 400 000 heures non travaillées pour faire autre chose. Voilà. Et ça bouleverse forcément le rapport au temps, mais ça bouleverse forcément aussi le rapport à l'espace, puisque dans ces 400 000 heures dorénavant qu'on aura à utiliser comme bon nous semble, nous allons pratiquer l'espace ou les espaces, que ce soit pour de la culture, que ce soit pour des visites, que ce soit pour des pratiques sportives, que ce soit pour du tourisme. Donc forcément, cet allongement considérable de la durée de temps de loisirs, si je puis dire, va profondément modifier notre rapport à l'espace et donc l'espace lui-même. Le temps libre, donc, je vous le disais, a désormais dépassé le temps de travail, passant de 100 000 heures d'une vie éveillée en 1914, je vais y arriver, je suis désolé, à 400 000 heures il y a un an ou deux, hein, selon les statistiques. Et à horizon, voilà, pardon, je suis désolé, je me confonds un peu dans les chiffres. Et donc tout ça au sein d'une société qui a tendance à relativement fortement vieillir, puisque à horizon de 2020, 25% de la population française aura plus de 60 ans. Forcément, on est dans la fin du papy-boom. Là aussi, ça bouleverse le rapport au temps, à l'espace et aux services, puisque les services de population qui ont 60 ans et plus ne sont pas forcément de même nature que les besoins d'une population active qui a 30, 40 ou même 50 ans. Les moins de 25 ans représentaient en 1975 un tiers de la population.
En 2000, ils ne représenteront plus qu'un quart de la population. Forcément, il y a une conséquence directe. Ce qui est plus intéressant à savoir, c'est que, et ça vous explique pourquoi on parle toujours des besoins en logement, de la pression immobilière, la taille des ménages diminue en passant en étant à 2013 à 2,2 personnes environ par ménage, alors qu'il y a 15 ans auparavant, au début des années 2000, pour le dire vite, on était à 2,5 personnes par ménage et qu'au début du siècle, on était à un peu plus de 3. Donc on est passé en un siècle d'un peu plus de 3 à 2,2 et on est encore en train de diminuer. En 2013, toujours la même année, il y a 28 millions et demi de ménages en France, c'est-à-dire plus 4,2 millions par rapport à 1999. Donc vous voyez que finalement, les ménages continuent à grossir. Aujourd'hui, ils pèsent 35%. Il y a 9 millions de ménages, ils pèsent 35% pour les personnes seules, quand les ménages de 2 personnes pèsent 33%, et un point de moins pour les ménages de 3 personnes et plus. Donc vous voyez la part dominante des ménages seuls, et 87% des ménages vivant, donc les 9 millions de personnes vivant seules, vous avez 87% de familles monoparentales. 87% de familles monoparentales. Parmi ces presque 10 millions de ménages constitués d'une seule personne, il y avait 6 millions en 1990, 9 millions en 2013, donc plus 50% dans ce laps de temps. Et parmi ces 9 millions en 2012, vous avez 38% de femmes qui, en plus, pour la moitié, ont plus de 60 ans. Donc vous voyez comment la société française a évolué depuis un siècle en général, avec une accélération très forte depuis les 3 dernières décennies, et qui a forcément un impact sur le cadre de vie, donc sur les villes, et aussi les services que pèsent les villes. Et ça, je vais y revenir dans quelques temps. Forcément, cette société a évolué très rapidement aussi depuis la fin des années 60, depuis 68 pour le dire rapidement. Les catégories socio-professionnelles évoluent. Aujourd'hui, on a de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires. Le travail féminin augmente. Alors je suis désolé, je n'ai pas réussi à trouver des chiffres justes. Il y avait des chiffres contradictoires, donc je ne vais pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 15 ans, le nombre d'étudiants a doublé, que 90% des ménages ont au moins une voiture, 30% en ont 2, voire plus. Le pouvoir d'achat s'est multiplié par 2,5, contrairement à ce qu'on dit, en 30 ans. En revanche, dans le même laps de temps, la part alimentaire dans le budget des ménages a diminué de 20%. Ouais. Donc là aussi, vous voyez des bouleversements majeurs sur le mode de vie et sur la façon dont les choses sont perçues par la population, ce qui entraîne, alors je ne veux pas faire de parallélisme un peu douteux ou facile, mais ce que l'on vit actuellement est directement issu des données que je vous donne, de l'évolution de la société et des impacts qu'a la société aujourd'hui sur le territoire, ou plus précisément, les impacts qu'a le territoire et son fonctionnement sur la société. Alors je vais en finir assez rapidement, mais j'avais quand même quelques éléments assez intéressants à vous donner. Alors cette télé qu'on regarde tant, elle est allumée dans un ménage normal à peu près 5 heures en moyenne par jour. Ouais. On passe en fait globalement plus de temps devant la télé qu'au travail au cours d'une vie éveillée. Alors, pour vous montrer aussi ces impacts territoriaux, juste quelques chiffres aussi rapides. La distance entre le domicile et le travail a augmenté de 30% en 15 ans. La vitesse moyenne de ce déplacement entre notre domicile et le travail a augmenté de 35% en 20 ans. Et pour autant, le temps moyen de trajet entre le domicile et le travail est resté pendant 30 ans d'environ 1 heure et reste toujours à ce jour d'environ 1 heure. Ce qui veut dire que finalement les voitures roulent mieux, sur des routes mieux équipées, mais que du coup on habite beaucoup plus loin de son lieu de travail. Voilà. Donc là aussi, impact direct sur les modes de vie et sur l'organisation du territoire, parce que du moment où vous commencez à habiter à un endroit, à travailler à un autre, et qu'entre-temps vous faites des courses, vous déposez les enfants à l'école, vous allez récupérer des choses, vous avez une activité culturelle ou sportive,
forcément, vous ne pratiquez plus un seul espace, mais vous pratiquez des espaces. Alors si je rajoute à cela le fait que quand vous passez de votre point A, domicile, à votre point B, travail, en passant par tous ces territoires, mais que ces territoires n'appartiennent pas au même territoire administratif, alors forcément, il y a des enjeux de gouvernement, de coordination de l'action publique, en sachant qu'en plus, là où vous payez vos impôts, c'est-à-dire là où vous habitez, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas à l'endroit où vous utilisez les services, c'est-à-dire là où vos impôts sont nécessaires. Et comme il y a eu un principe que vous connaissez tous de décentralisation qui consacre un seul processus qui est la libre administration des communes dans des blocs de compétences différents, vous comprendrez dès lors qu'il y a une extrême complexité à penser l'aménagement du territoire qui suit vos modes de vie multiterritoriaux dans des relations à l'argent et donc aux services et donc aux politiques publiques qui, elles, ne sont pas du tout multiterritoriales et qui sont au contraire très liées et très inféodées au régime administratif desquels elles dépendent. Saint-Étienne pour la ville de Saint-Étienne ou la communauté d'agglomération quand il s'agit des transports. Mais si vous habitez Loire-Forêt, c'est le territoire de Loire-Forêt qui organise ces transports et l'entreprise dans laquelle vous travaillez a de fortes chances d'avoir un impôt transport, mais qu'elle versera à son lieu de résidence. Donc si vous travaillez à Saint-Étienne, elle versera son impôt transport à Saint-Étienne Métropole pour organiser les transports de Saint-Étienne Métropole, sauf que vous n'en avez cure parce que votre problème, c'est de venir de Loire-Forêt. Mais Loire-Forêt n'aura pas votre impôt de transport puisque vous ne travaillez pas sur le territoire de Loire-Forêt. Voilà. Et je pourrais multiplier les choses lorsqu'on utilise les déchetteries, quand on utilise les gardes d'enfants, quand on aime bien aller faire des pratiques cinématographiques, culturelles de théâtre, etc., etc. Tout ça étant évidemment largement subventionné par des finances publiques. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors pour parler et pour finir, parce que je pense que je vous assomme avec ces chiffres, alors excusez, c'est pas du tout grivois, mais sachez que dans cette salle, on a à peu près la chance de faire 4 fois plus l'amour que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. En revanche, on fait 3 fois moins de bébés, c'est-à-dire que chaque femme aura un enfant après 2 à 3 000 rapports. Voilà. Ce qui est très notablement inférieur, enfin supérieur en nombre de rapports et inférieur en nombre de rendements par rapport à ce qui se faisait avant. Voilà. Vous apprenez. 47% des enfants naissent hors mariage. 40% des mariages se soldent par des divorces. On était à 30% il y a 25 ans. 60% des Français quittent leur domicile lorsque c'est un temps de vacances. On était à moins de 50% il y a encore quelques années. Et 80% de la population française possède une connexion Internet. Et au niveau mondial, la connexion Internet monte à 54% de la population mondiale. En 1997, on était à peine à plus de 10%. Donc vous voyez le bond de la numérisation de la société. Alors bon, pour autant, je vais reprendre une phrase d'un sociologue et urbaniste qui s'appelle Thierry Pacaud, dit la ville ne se réduit pas à des statistiques. J'en prends pour mon grade. C'est aussi et surtout un art de vivre, et celui-ci est toujours local, on le sent bien, c'est lié à un site, à un climat, à une histoire, à du patrimoine, attesté ou imaginaire, hein, peu importe, à un système de relations, et ça c'est très important, le système de relations, parce que finalement, aujourd'hui, la problématique qui est devant nous, c'est le délitement des relations et du lien social, et de plus ou moins nourri avec d'autres villes, campagnes et cultures environnantes et revendiquées. Donc vous voyez que finalement, ce que je vous ai décrit là, qui sont des phénomènes sociétaux, qui montrent comment les sociétés en général, et la société française en particulier évolue, est quand même superposée à d'autres problématiques, parce que si avec ça, ça serait tranquille, mais elle vient percuter d'autres processus, notamment économiques et territoriaux, qui rendent beaucoup plus complexe le rapport à la ville aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'aurais presque envie de dire, de quelle ville parle-t-on ? Puisque, vous l'avez compris, il y a de fortes chances pour que j'habite à un endroit, que je travaille à un autre endroit, que j'aille faire le commerce, parce que j'adore faire mon commerce à un autre endroit. Comme j'ai été résident à Saint-Étienne, mais que j'habite maintenant en périphérie, j'ai gardé mon dentiste à Saint-Étienne ou à Saint-Chamond, donc je vais plutôt aller à Saint-Chamond. Donc bref, finalement, on est dans une multi-appartenance.
Et tout ça devient un petit peu brownien, c'est-à-dire que là où à un moment donné, si on ne prend qu'un exemple, qui est l'exemple des transports, vous aviez un bus qui vous a amené massivement d'un point A à un point B. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'un bus, mais vous avez besoin de 40 bus pour aller dans 40 origines, destinations différentes. Et donc, la politique publique est déjà compliquée à réorganiser du fait de cette multi-appartenance. Mais en plus, lorsqu'on rajoute la couche de gestion politique du territoire, vous avez bien compris que c'est encore plus complexe puisqu'il y a très peu d'articulation entre les institutions. Donc on est finalement à un endroit, à un moment où à ces phénomènes, comme je vous disais, sociétaux, se superposent des phénomènes économiques et spatiaux, une espèce de dilatation du temps et de l'espace, de vos pratiques, mais c'est pas nouveau puisque j'ai retrouvé un ancien bouquin qui date de 63 et un auteur américain qui s'appelle Melvin Weber qui disait déjà dans le titre d'un de ses livres « L'urbain sans lieu ni borne ». Donc vous voyez que le processus américain de dilatation de l'espace, on le connaît aujourd'hui depuis les années 80-90, avec 40 ans d'aménagement du territoire décentralisé, comme je vous le disais, plus 40 ans d'aide à la pierre et d'aide à l'accession à la propriété, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes des multipropriétaires un petit peu partout, sauf sûrement, ou en tous les cas pas forcément pour la plupart d'entre vous, à Saint-Étienne intramuros. Et ça fait toute la différence dans l'acception de la ville, puisqu'on est passé d'un concept de ville classique à un concept de ville-territoire, c'est-à-dire avec des polarités qui font ville, qui rassemblent un certain nombre de fonctions et de services, mais absolument pas rassemblant du lien social intense comme la ville classique pouvait le faire le long de ces espaces publics, de ces grandes places où les gens avaient plutôt envie de déambuler. D'ailleurs, regardez les week-ends dans Saint-Étienne, on est plutôt dans une approche très fonctionnelle de l'espace. On n'est plus dans un espace des représentations sociales où les gens se montrent, se promènent comme on pouvait encore le rencontrer il y a quelques décennies. Donc le rapport à l'espace, le rapport aux espaces a complètement évolué, a été complètement bouleversé au point qu'il faut repenser justement ces espaces de manière à leur trouver une autre, entre guillemets, qualité ou d'autres usages, tout simplement parce que aujourd'hui, la façon dont vous pratiquez l'espace ou les espaces a, comme je vous le disais, complètement évolué. Le commerce, les courses de week-end se font plus au centre-ville, ou majoritairement au centre-ville. Ils se font à peu près partout en périphérie, plus vraiment au centre. Les pratiques culturelles ont peu de chances de se faire au centre, mais plutôt partout en périphérie. Donc on est vraiment sur une aterritorialisation, c'est-à-dire une absence de territoire de référence au profit d'une multi-appartenance territoriale. Donc vous êtes des zappeurs territoriaux, nous sommes des zappeurs territoriaux, et toute aujourd'hui la problématique de l'action publique, de l'action de nos élus, de nos élites, consiste à essayer de réguler et de coordonner des choses qui sont irrégulables et incontrôlables. Un peu à l'image de l'économie, puisque tout ça est tout à fait lié à des processus que l'on connaît très bien depuis 30 à 40 ans, qu'on appelle des phénomènes de métropolisation de l'espace. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un phénomène très simple, un phénomène de concentration-dispersion. Concentration des ressources. Regardez comme Lyon, aujourd'hui, concentre les valeurs économiques, concentre les grands sièges sociaux. Alors Paris, toutes les grandes villes européennes, mais rejette ce qu'on appelle dans notre langage les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qui n'a plus de valeur ou de plus-value suffisante aux yeux de cette métropole, on le rejette à l'extérieur, à commencer par les classes sociales intermédiaires qui n'arrivent plus à se loger dans les grands centres et qui vont trouver des espaces de résidentialisation aux alentours, à distance, là où les marchés fonciers sont accessibles. Ce qui pose en retour, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des problèmes de mobilité, des problèmes d'accès aux services. Le problème des gilets jaunes aujourd'hui n'est pas un problème de pouvoir d'achat au sens strict du terme, c'est un problème de politique du quotidien. Lorsque vous habitez à un endroit, vous travaillez à un autre, et qu'au moment où vous voulez pratiquer cet endroit, vous n'avez pas accès à la poste parce qu'elle est fermée, vous n'avez pas accès au centre culturel parce qu'il ne correspond pas à vos horaires, ou que vous ne pouvez pas accéder à des services publics parce que les permanences ne correspondent pas à vos moments dans le lieu de vie, alors on fait de ces pratiques-là exactement comme on fait des pratiques de transport collectif. On utilise sa voiture personnelle plutôt que le transport collectif parce qu'il ne correspond pas aux besoins d'usage. Et donc,
aujourd'hui, la grande difficulté que l'on a, et qui est la réponse que doivent apporter nos politiques aux difficultés que l'on rencontre, c'est bien de réinventer une politique du quotidien, c'est-à-dire non pas une politique de l'offre, je vous offre ce service rationalisé parce que j'ai plus d'argent, mais à une politique qui permet de répondre aux vraies aspirations des gens qui habitent et qui pratiquent des espaces qui sont totalement désertifiés par les services publics, à commencer par eux. Voilà. Donc je vous le disais, les grandes mutations, au-delà des mutations sociétales, c'est l'évolution des liens sociaux. Aujourd'hui, ils sont devenus finalement minoritaires au profit de liens beaucoup plus atypiques, qui sont des liens plutôt faits d'appartenance, appartenance au quartier, appartenance culturelle, appartenance cultuelle, etc. Et que du coup, ça modifie finalement le modèle de la ville, de cette ville sédentaire que l'on connaît, que l'on quelquefois regrette. On est passé à une espèce de ville discontinue, une ville de la mobilité, une espèce de ville archipel dans lesquelles tous les liens sont à refaire, et c'est bien la distanciation ou la diminution de ces liens qui est aujourd'hui en question. Donc pour finir, je dirais, parce que je pense que j'ai un petit peu atteint ma limite de temps, finalement, la ville historique, que devient-elle ? Je vous l'ai dit, elle devient soit un espace que je qualifierais un petit peu par pure provocation d'espace muséifié, c'est-à-dire que c'est un espace qui reste un cadre de pratique, mais dans lequel il y a de moins en moins de pratiques, au profit de cadres qui ne sont plus du tout structurés pour des pratiques, mais qui deviennent des pratiques. La preuve, ça je vous le dis, enfin, pour des enquêtes, on l'a vu, il y a des ménages dans le périurbain dont la sortie culturelle du week-end consiste à pratiquer le centre commercial du coin et non plus les musées, les cinémas ou le théâtre, tout simplement parce que ces équipements n'existent pas dans les territoires dans lesquels ils vivent. Et que leur mobilité étant limitée et leur pouvoir d'achat étant limité lui aussi, la seule attraction, si je puis dire, ou la seule sortie consiste à plutôt pratiquer ce qu'on appelle ces nouvelles centralités, dont on peut se demander si elles sont centralités au-delà du fait qu'elles concentrent un certain nombre de fonctions, souvent pour la plupart du temps commerciales, plutôt que des centralités qui représentent plutôt l'intensification des liens sociaux comme on pouvait les pratiquer avant. Alors vous allez me dire, il y a plein de notions que je n'ai pas abordées, la ville nature et le développement durable. Alors la ville nature, aujourd'hui on y revient, on est en fait dans une espèce de cycle, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est en train en fait de connaître une génération de gens qui sont en retour dans des espaces périurbains, alors même qu'une ou deux générations avant, ces espaces ruraux avaient été quittés au profit de la ville. Donc il y a une espèce de retour de cycle, et que la ville, finalement, la nature en ville, n'avait rien d'autre que la mise en naturation, si je puis dire, d'un espace urbain qui était à dominante minérale et dont on avait oublié la nature, un peu comme les jardins à la française de Le Nôtre, reconvoquer une idée de la nature totalement architecturée en contrepoint de la minéralité des châteaux que les architectes construisaient. Donc, alors, on est aussi dans une approche hygiéniste, c'est-à-dire que, si j'avais un peu de temps, je vous parlerai d'Haussmann et des raisons profondes pour lesquelles Haussmann a fait de Paris aujourd'hui la ville que tout le monde regarde et pour laquelle tout le monde s'émerveille. Mais à la base, il y avait deux raisons. Elle était un, hygiéniste, deux, militaire. Ça a été donc purement fonctionnel. On revient là aussi sur la notion dont je vous parlais tout à l'heure. La ville est d'abord un espace fonctionnel. Mais en revanche, il y a une autre acception, donc plus hygiéniste de la ville et de la nature en ville. Là, je vous renvoie à des écrits d'une anthropologue, sociologue qui s'appelle Françoise Choët, notamment, je ne sais plus comment ça s'appelle, La ville, Utopie et réalité, je crois, qui commence à dater, mais qui vous explique comment la ville, la nature en ville, le patrimoine concourent à une approche un peu différente de la ville. Et c'est vrai que la nature en ville permettait aussi aux classes ouvrières qui avaient quitté leur campagne de retrouver un peu d'air pur, un peu de nature, là où ils avaient finalement plus l'occasion d'en voir beaucoup. Le développement durable,
qui n'est pas une idée née avec le siècle, mais qui est née à la fin des années 40, début des années 50, avec l'école de Chicago notamment, hein, je vous envoie à Greffmeyer et compagnie, est née aussi du fait que la ville est un écosystème, et que dans cet écosystème-là, la dépense énergie, ou les dépenses énergétiques, toute énergie confondue, doivent être le minimum possible, y compris les déperditions humaines, et qu'à ce titre-là, il convient de penser la ville un peu autonome, je fais de manière très très raccourcie, hein, vous m'en excuserez, mais très très autonome, aussi bien dans les liens sociaux que dans les liens environnementaux et que dans les liens urbains. Donc le développement durable, aujourd'hui on sent l'urgence climatique, mais il faut aussi savoir que ça a une généalogie, une histoire, une épaisseur historique assez importante. Là où le développement durable peut être un vrai effet levier pour la ville, c'est que l'arbre dans la ville réduit entre 2 et 5 degrés la température au sol dès lors qu'il y a un peu d'ombre portée. Donc on a une notion qu'on appelle tout simplement les îlots de chaleur. Vous prenez la température au milieu de la place Jean Jaurès, vous prenez la température à côté du square, vous verrez qu'en plein été, quand ça tape bien fort, vous avez entre 3 et 5 degrés de différence entre les arbres et au milieu de la place. Donc ça, c'est une question de bon sens. La question du bon sens se heurte souvent, d'une part, à l'entretien de la trame verte en ville. La trame verte de l'espace vert, c'est un coût d'entretien, donc c'est un coût public. Je vous renvoie à la fiscalité, aux impôts qui sont prélevés à un endroit et pas alors qu'on en aurait besoin à un autre endroit. Et ça renvoie aussi tout simplement à une question physiologique, qui est une question de trame urbaine. Essayer de planter des arbres qui puissent pousser et qui n'arrachent pas la rue ou le trottoir, rue de la République, ou la rue de la Résistance, vous verrez que c'est légèrement compliqué. Donc là aussi, il y a un peu d'ingéniosité, pour pas dire d'ingénierie urbaine, pour arriver à repenser dans des villes comme Saint-Étienne, pour des raisons historiques, mais aussi on pourrait prendre le même exemple à Montpellier. Les villes minérales accueillent finalement relativement mal les espaces verts et la trame verte. Voilà, je suis désolé, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais j'ai essayé de vous montrer comment la ville évolue, quels sont les enjeux, d'abord sociétaux, évidemment économiques. J'aurais pu aussi vous parler des rapports politiques dans la ville, comment on gouverne la ville aujourd'hui, avec cette multi-appartenance et cette totale atomisation des pouvoirs, des compétences et des ressources. Je pourrais même vous parler des grands groupes urbains qui aujourd'hui ont véritablement les clés de la ville, parce que s'il y a un acteur qui a aujourd'hui un peu d'argent, c'est bien le grand groupe privé. Et je pourrais même vous expliquer comment Confluence est devenu Confluence et comment Confluence n'aurait pas été le Confluence que vous pratiquez si les grands groupes urbains comme Suez, comme Vivendi, etc. n'avaient pas les clés de la ville entre leurs mains. Je pense à la financiarisation de l'urbain. Voilà, je vous remercie. Merci à toi. Merci Frédéric, tu as pris le temps des deux intervenants et tu as bien fait parce que c'était passionnant. Donc tu m'as fait penser quand tu parlais aussi, je vais faire un petit clin d'œil à un écrivain dont le livre circule en ce moment, qu'il a édité depuis peu, Houellebecq, qui a écrit un magnifique livre sur la carte et le territoire, et tu nous as parlé de la carte du territoire et de la ville. Donc merci pour tout ce développement. La parole est dans la salle maintenant. Ce que tu n'as pas pu traiter, on va essayer d'en parler maintenant, et tu vas de nouveau avoir la parole pour reparler de tout ça. Qui pose la première question? Bonjour d'abord, voilà, je suis M. Besson et je voudrais vous demander qu'est-ce que tous les maires à l'heure actuelle veulent avoir une ville connectée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors si j'ai 1h30 devant moi, je peux vous en parler. Non. Alors en un mot, la connexion c'est de la data, c'est de la donnée. La donnée c'est la manière de rationaliser les consommations, de rationaliser l'usage de l'espace et donc de faire des économies, pour le dire très vite. Après il y a des enjeux économiques, mais peut-être que je n'y viendrai pas. Un seul exemple d'un enjeu connecté, lorsque vous avez un éclairage connecté qui adapte la luminosité aux besoins en éclairage, vous faites des économies. Lorsque vous avez un garage connecté qui vous dit exactement le nombre de stationnements possibles
à l'extérieur avec des relais dans les rues qui vous dit à 1 kilomètre dans cette direction, le parking machin que vous avez à Lyon tout simplement, il y a 150 places ou 100 places, ça vous permet d'optimiser le remplissage. L'optimisation du remplissage, ça vous permet de gagner de l'argent. Voilà, tout simplement. Donc déjà, quand on est un élu, puisque c'était votre question, la ville intelligente, ça vous permet d'avoir un suivi des consommations, une augmentation des connaissances sur les usages qui sont faits. Et donc, ça vous permet d'optimiser les services, optimiser une meilleure efficacité des services avec un moindre coût. Voilà. Oui, change. Il marche moins bien, mais il marche moins bien celui-là. C'est pour ça qu'on me l'a donné. D'accord. Frédéric, tu n'as pas parlé, mais peut-être que c'était pas à propos et c'était peut-être volontaire, sur l'influence de la disparité de la fiscalité locale, hein, entre la ville, le périurbain, etc., sur le comportement des gens. Est-ce que ça a une influence ? Alors, est-ce que ça a une influence ? Oui, forcément. Cette influence, elle est directe et indirecte. Alors, elle est indirecte tout simplement parce que les gens... Alors, il y a des théories politiques là-dessus qui dit, en français dans le texte, les habitants votent avec leurs pieds. C'est-à-dire que là où ils ont envie d'aller, là où ils se reconnaissent, ils vont. Là où ils n'ont plus envie d'habiter, ils n'y vont pas. C'est la théorie américaine du public choice. C'est très largement débattu en France et très largement remis en cause parce qu'on n'a pas une approche très anglo-saxonne des sciences politiques. Pour autant, ce dont on se rend compte, c'est que naturellement, dans une trajectoire de vie, les gens sont plutôt en ville. Lorsqu'ils ont bébé ou le deuxième bébé, ils vont plutôt chercher, lorsqu'ils le peuvent, un appartement ou voire plutôt une maison avec un petit jardin en périphérie. Et puis, il y a souvent le retour au centre. Alors malheureusement, dans des ruptures de vie, divorce, séparation, voire deuil, ou alors plus tard, lorsque les enfants ont quitté le cocon familial, que la maison est trop grande, que ça coûte trop cher, etc. Donc forcément, les personnes qui ont les familles avec enfants et solvabilité ont plutôt tendance à se résidentialiser à courte portée s'ils le peuvent, à moyenne portée s'ils ne peuvent pas faire autrement, et à très longue portée quand ils n'ont pas le choix. Ce qui fait que, par défaut, en ville, on a, pour caricaturer, que des très jeunes et des très vieux, que des très pauvres et des très riches. Voilà. Et c'est ça qui aujourd'hui fait un peu, je ne vais pas faire lutte des classes, mais ce qui fait les tensions. Parce que finalement, l'homogénéité de la ville, telle qu'on la connaissait il y a quelque temps, n'existe plus. Et donc la paix sociétale est souvent remise en question par des tensions sur des luttes urbaines classiques, avec des revendications qui, vous l'imaginez, sont totalement hétérogènes selon que vous êtes dans des classes très défavorisées, où vous, la moitié à mi du mois, vous n'avez déjà plus rien pour manger, faire nourrir vos enfants, ou si vous habitez un très bel appartement bourgeois et que de toute manière, ce n'est pas votre problème parce que vous avez une vie très très différente. Voilà. Et donc tout ça, ça entretient. Ça a une incidence directe aussi, parce que finalement, là où vous payez des impôts, vous avez envie d'avoir quelque part un retour sur investissement, donc des services, vous avez envie d'avoir des aménités, des choses que vous avez demandées, des clubs de gym, des infrastructures, des équipements, etc. Et que donc, finalement, tout le monde demande des choses à l'endroit où ils vivent, alors même que très souvent, ces choses existent juste à côté, pas très loin, dans la centralité. La centralité que vous ne pratiquez pas, voire plus, voire pas du tout. Et donc c'est là où il y a finalement un vrai décrochage entre les besoins ou les revendications d'un côté et l'existence et le sous-calibrage de l'autre. Donc il devrait y avoir une solidarité territoriale fiscale qui aujourd'hui n'existe pas et qui se heurte aux 36 000 maires, même s'il y en a un petit peu moins aujourd'hui, des communes qui se voient dépossédés régulièrement par l'État de compétences et de dotations et qui se disent la fiscalité locale, elle reste à moi. Voilà. Donc, incidence directe et indirecte.
Oui, je voulais savoir que vous puissiez m'expliquer quelle est l'incidence en réalité du politique dans tous ces aménagements, parce que on a l'impression dans votre discours que c'est un peu la faute ou je sais pas, la malchance, quoi. On a des conséquences là, elles nous tombent dessus. Or, il y a forcément des décisions qui sont faites dans ces aménagements, dans ces options, dans ces façons de voir la ville, avec, on a l'impression par moments un peu des manques de vision. Alors moi, il y a un dada en ce moment, c'est de dire que la ville de demain, elle se doit effectivement d'être collectée. On doit aller vers l'autoconsommation, on doit aller vers tous ces schémas. Or aujourd'hui, si vous regardez même la ville de Saint-Étienne, dans toutes les nouvelles constructions, toutes ces visions, elles n'existent pas. Donc à quel moment on se dit que le politique, il n'est pas assez visionnaire, quoi. Alors, comment répondre à votre question ? Je pense qu'il y a eu un avant et le maintenant. Le avant, c'est pas que c'était mieux, mais il y avait plus d'opportunités. Je prendrai volontairement pas Saint-Étienne, mais plutôt un autre exemple de belle réussite. Au lendemain de la décentralisation, la ville de Montpellier a totalement bénéficié des initiatives et des compétences issues des lois de décentralisation dans un principe hyper porteur. C'est-à-dire que, alors on pourrait aussi parler de Toulouse, de Bordeaux, hein, peu importe les villes, ce genre de villes ont été gagnantes parce qu'à un moment donné, il y a eu une conjonction, un alignement de planètes en quelque sorte, entre des effets d'aubaine de développement économique, une stratégie politique qui a pu se dérouler parce que précisément il y avait ces opportunités politiques. À contrepoint, Saint-Étienne, lorsque vous n'avez pas ces opportunités, mais que vous avez plutôt des opportunités négatives qui arrivent chez vous, vous avez plutôt tendance à colmater les brèches là où vous pouvez. Et lorsque vous colmatez les brèches, forcément, votre énergie passe là au détriment d'autres choses. Voilà. Après, il y a des choses qu'on a loupées. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un certain temps, je vais rester volontairement vague, Saint-Étienne aurait pu accueillir une usine Airbus. Enfin, une partie de l'usine Airbus. Les élites locales à l'époque ont décliné. Au simple motif que s'il y avait ce genre d'entreprise qui s'installait quelque part dans la région stéphanoise, ça allait faire monter les salaires. Forcément, vous avez raison, décision malheureuse, conséquence très malheureuse. Voilà. Bon, après, avec plein de si, on met Paris en bouteille. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas aux États-Unis, mais on a quand même beaucoup moins, quand je dis on, les élus ont beaucoup moins de poids ou de pouvoir sur le cours des choses. Pourquoi ? Parce que, contrairement à la période des 30 Glorieuses, où l'État était omnipotent, aussi bien techniquement que financièrement, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une révélation ce soir en vous disant que les moyens sont plus que limités. Alors, on n'est pas encore au modèle américain. Ville, exemple, Détroit, où vous avez un système de politique publique aux États-Unis qui est totalement dévolu au privé, parce que c'est le privé qui finance la ville. Donc, lorsque vous voulez faire de la régénération urbaine à Détroit, et ce que je vous dis, c'est du véridique. Vous avez une espèce d'entente dans les élites locales entre les investisseurs privés et le public pour volontairement laisser en déshérence des quartiers. Ça devient des taudis. Les gens se battent. La valeur foncière et immobilière chute de manière drastique. Réinvestissement, donc on supprime les droits à construire parce que c'est du ghetto. Quand tout le monde est parti, on change le plan stratégique d'urbanisme, on réalloue de la valeur. On rachète ça pour une bouchée de pain, mais ce sont les privés qui réinvestissent tout. Voilà. Aujourd'hui, quand on veut qu'une opération marche, en France, il faut qu'il y ait un investissement public. Voilà. Bon, c'est les vieux systèmes économiques de l'injection par le public. Voilà. Mais c'est comme ça que ça marche. Et ça a toujours marché. Regardez ce qu'on appelle les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais tout petit, que Georges Frêche disait « Si je veux réhabiter mon centre-ville, je dois d'abord mettre des millions de francs là-dedans, sur l'espace public, pour montrer aux investisseurs qu'ils peuvent y aller en toute sécurité parce que le public investit. Et derrière, ça suit. » À Saint-Étienne, il en est exactement de même. Lorsque vous avez une puissance publique, quelle qu'elle soit, qui investit, derrière, vous avez des opérateurs privés qui investissent. Mais les opérateurs privés n'investiront pas là où la puissance publique n'a pas déjà préinvesti au préalable. Pourquoi vous dites qu'on a surinvesti dans le social ?
on a enclenché tout un process où le social a dominé avec une population peut-être avec un pouvoir d'achat différent par rapport aux besoins des commerces et ainsi de suite. Et on a déstabilisé tout un mode de fonctionnement d'une ville où finalement aujourd'hui, il y a de moins en moins de magasins opérationnels. Les CSP, CSP+, ne vont plus venir parce qu'ils vont trouver la ville non adaptée par rapport aux besoins de consommation. On a l'impression qu'il y a un déséquilibre qui a été fait. Il a été fait ou il a été subi ? Moi, je pense qu'il a été fait parce qu'il est, à un moment donné, la réponse de ces anciens élus, je pense que c'est pas lié au mandat actuel, qui, à un moment donné, n'ont pas été visionnaires. On pensait qu'en créant beaucoup, finalement, de logements sociaux, ils allaient effectivement avoir une population qui allait être peut-être avec des accès facilités, mais ils ont oublié que la ville, c'est un équilibre dans lequel s'il n'y a pas un minimum de consommation, il n'y a pas un minimum de pouvoir d'achat, à un moment donné, elle se casse la gueule. Donc, c'est ma vision d'habitant de centre-ville et consommateur où tous les jours, avec tous ces magasins fermés, je me dis, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Alors, plusieurs choses pour répondre à votre question. Je partage qu'en partie votre analyse et je vais vous dire pourquoi. Il faut juste que vous sachiez que le taux de vacances commerciales à Saint-Étienne est moindre que celui de Narbonne, de Béziers et de à peu près 200 villes moyennes en France. On est à peu près de l'ordre de 12%. J'enlève la vacance structurelle. Et on est à peu près à 12% quand on commence vraiment à avoir pas mal de villes, environ 200 en France, ville moyenne, un peu plus de 200. On est plutôt entre 14 et 18%. Et il y a quelques villes, Béziers, qui dépassent allègrement les 20% de vacances. Donc c'est compliqué, mais ce n'est pas catastrophique. Après, si vous dézoomez et que vous regardez plus large, on est sur un taux de vacances encore moindre, parce que finalement, ce qui ne se passe plus au centre se passe tout autour. Vous avez rue de la République à Lyon, Habitat. Habitat est où chez nous ? À la Fouillouse. Vous avez plein de moyennes surfaces qui sont dans des boîtes à chaussures chez nous, entre La Fouillouse, Andrézieux ou Montieu, qui sont en centre-ville dans d'autres villes. Donc on est sur un effet un peu conjoncturel là-dessus. Avec en plus un effet très propre stéphanois, qui est très lié à la propriété de ces immeubles, en sachant qu'il y a un bon taux de commerce libre en rez-de-chaussée, qui sont dans la même propriété que ceux qui ont les étages supérieurs. Et lorsque vous avez un bon rendement de loyer, parce qu'à Saint-Étienne, on a un très bon rendement de loyer. Donc quand vous avez un bon rendement de loyer dans les étages supérieurs, est-ce que vous pensez que vous allez ouvrir un bar ou un machin qui va faire du tapage jusqu'à 1h du matin, voire plus, en semaine, et voir vos locataires partir ? En plus, c'est plutôt bateau. Dans le principe de fiscalité actuelle, vous avez une charge foncière, vous avez une perte foncière qui vous permet d'alléger vos impôts. Pourquoi vous iriez vous enquiquiner à entretenir un pas de porte ou un fonds de commerce alors même qu'il optimise votre fiscalité ? Soyons intelligents. Surtout ne bougeons pas. Pour le propriétaire. Ah mais pour la ville, si elle avait un moyen, je pense qu'elle agirait. Elle essaye d'agir en ayant créé il y a quelques mois une foncière qui permet éventuellement de préempter dans des conditions particulières quelques locaux commerciaux, mais après, il faut quelques moyens pour pouvoir préempter tout ce qu'il faut. Donc, la surtaxation des locaux vacants n'est pas en rapport avec l'optimisation fiscale que vous pouvez avoir. Il y a des calculs qui ont été faits par des associations d'élus, etc., qui justement mobilisent ou font un peu de lobbying pour essayer d'augmenter encore la taxation. Donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on a l'impression que la ville pouvait tout faire et qu'elle n'aurait pas fait ce qu'elle avait à faire. Or, ce n'est qu'à moitié vrai. Lorsqu'on a des crises économiques qui se succèdent avec une force et une répétition comme l'a connue Saint-Étienne, forcément, on en prend un petit peu plein la figure et on essaye de sauver ce qui peut l'être. D'où la réponse en logements sociaux, qui permettait d'avoir une approche qui permettait d'essayer d'enrayer 50 000 habitants en moins de 40 ans. 50 000 habitants en moins. Je vous rappelle qu'en 68, Saint-Étienne, c'était un peu plus de 220 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 171 000 et des bananes. Donc, vous voyez la perte. Le problème, c'est que Saint-Étienne, c'est la 14e ville de France.
Donc Saint-Étienne a connu, ou même peut-être un peu moins d'ailleurs maintenant, 13e, on a gagné une place. Donc on s'est à peu près comporté comme n'importe quelle grande ville de France, c'est-à-dire qu'on s'est périurbanisé. Quand Saint-Étienne avait moins de 0,3% de population par an, le territoire de Loire-Forêt, donc autour de Montbrison, était entre 2,2 et 2,5% de progression par an. Donc on a été pompé de toute cette classe moyenne qui, sous le joug des politiques nationales d'aide à la pierre et d'aide à l'accession à la propriété, se sont résidentialisés dans les maisons avec jardin, un peu à la Rousseau, vous savez, la nouvelle Héloïse, là, un petit espace bucolique, qui permettait d'avoir ce qu'on avait envie d'avoir. Et donc on a quitté la ville. Le problème, c'est qu'à Saint-Étienne, c'est pas Nantes, c'est pas Marseille. C'est-à-dire que les gens qui quittent dans cette trajectoire résidentielle la ville-centre ne sont pas remplacés par une nouvelle population qui arrive. Quand vous êtes maire de Nantes, maire de Montpellier, quoique c'est moins vrai actuellement, ou le maire de Marseille, vous êtes tranquillement installé derrière votre... par exemple, Toulouse. Toulouse, sans rien faire, plus 6 000 habitants par an. Saint-Étienne, en faisant beaucoup, moins 150 habitants par an. Mais on en était à moins 4 ou 5 000 par an, même plus. Donc, on est aujourd'hui en train d'enrayer une hémorragie démographique qui dure depuis 50 ans. Mais on ne gagne pas des habitants par an. On est sauvé par le solde naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sauvé par les naissances. Et Saint-Étienne, en 2030, sera une ville très, contrairement à tout ce que je vous ai dit, sera une ville très très jeune. Contrairement aux territoires alentours qui vont, comme on dit, vieillir sur pied. Parce que les gens qui habitent une maison, ils vieillissent dans leur maison. Les gens qui sont locataires dans un appartement, ils s'en vont pour avoir un meilleur appartement, et puis après ils s'en vont pour acheter une maison, etc. etc. Donc le problème, il n'est pas là-dedans, il est dans le fait qu'il y a un terreau économique qui n'est pas suffisamment actif aujourd'hui, un petit peu, c'est facile de dire ça, mais quand même, un petit peu du fait de l'ombre portée de Lyon, 60 km d'une métropole comme Lyon, c'est pas facile d'avoir des marges de manœuvre économiques. Donc aujourd'hui, on est un peu victime de cette position et de 40 ans de crise économique qui fait que l'entrepreneuriat et le développement éco ne nous permet pas de suffisamment attirer une population exogène qui vient s'implanter à Saint-Étienne et qui compense la population qui naturellement se dessert dans les espaces alentours sous l'effet de l'attraction de la maison individuelle, pour le dire vite. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même comprendre, sans être trop défaitiste, que les élus, je suis d'accord sur la vision, je suis d'accord sur la stratégie. L'alternance politique à Saint-Étienne, qu'on adore pratiquer, parce qu'il n'y a pas un maire qui ait fait 2 mandats depuis des lustres, n'aide pas non plus à ça. Mais en même temps, comme dirait l'autre, on n'est pas aidé par la conjoncture et le contexte actuel qui fait qu'on se comporte comme... on a les désavantages de la grande ville sans en avoir les avantages. Voilà. Et ça, c'est excessivement compliqué et long pour enrayer. Je souhaiterais juste que la soirée ne tourne pas un débat entre 2 personnes. Hein, on est d'accord. Mais allez-y, posez votre personne et puis après. Ok. Je suis d'accord pour la vision. Oui, je voudrais savoir à ce propos, quel est l'avantage pour une ville comme Saint-Étienne de se muer en métropole et à phagocyter donc toutes les petites cités autour, tous les petits villages autour. Qu'est-ce que vous appelez phagocyter ? Parce qu'on disparaît complètement. Moi, j'habite dans un village qui a été mangé, je dis bien mangé, par Saint-Étienne Métropole. Le seul avantage que l'on puisse en avoir, c'est d'avoir un bus qui ne nous coûte pas trop cher pour se déplacer à Saint-Étienne. Mais on a vraiment l'impression que pour le reste, c'est vraiment pas... On n'en voit aucun bénéfice. Alors le bénéfice, vous le voyez pas, mais votre maire, quel que soit votre village, le connaît bien, pour au moins 2 raisons. Lorsque Saint-Étienne Métropole, d'un point de vue démographique et d'un point de vue pécunier. D'un point de vue démographique, lorsque Saint-Étienne perd des habitants, il y a de fortes chances pour que votre petit village fasse partie du top 10 des villages les plus dynamiques en termes de progression démographique. C'est-à-dire que Saint-Étienne, alors... il y a un certain nombre de villages qui sont à entre 2 et 4% de progression démographique. Alors en volume, ça ne fait pas grand-chose, mais en taux, ça fait beaucoup. Mais tous ces habitants, ils vont indirectement demander, ce que je vous disais tout à l'heure,
le petit terrain de sport, voire de foot pour l'enfant, la salle polyvalente avec les associations qui vont bien pour la danse, le ping-pong, le théâtre ou je ne sais trop quoi. Donc tout ça, ça crée des besoins que votre maire va réclamer à l'intercommunalité, quelle que soit la figure de l'intercommunalité. Et donc, je ne vous dirai pas les montants aujourd'hui, mais je peux vous dire que Saint-Étienne fait partie des meilleures, si je puis dire, intercommunalités les plus redistributrices. Si je le regardais avec le verre à moitié vide ou avec l'objectivité, je dirais que l'intercommunalité de Saint-Étienne fait partie des moins intégrées de France. C'est-à-dire que toutes les taxes, toute la fiscalité, toutes les dotations que prend Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole fait partie des intercommunalités qui les redistribuent le plus possible aux communes. Donc il ne reste pas grand-chose pour les politiques intercommunales. Ça, c'est le premier volet de la réponse. Le deuxième volet de la réponse, c'est pourquoi une métropole ? Alors, pourquoi une métropole ? Parce que les métropoles sont dotées de bonifications, de dotations de l'État que n'avaient pas les communautés urbaines et les communautés d'agglomération. Saint-Étienne Métropole reste parmi les 4 agglomérations principales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Si Saint-Étienne Métropole n'avait pas essayé de gagner ses galons de métropole, alors elle aurait vu Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon boxer dans une catégorie dans laquelle elle n'aurait pas été. Donc tout simplement, c'est la capacité d'avoir voix au chapitre et de peser dans le discours national et surtout dans les dotations bonifiées nationales que vous n'avez pas si vous n'êtes pas métropole. Parce que finalement, que veut le législateur depuis les années 70 et la loi 72, la loi qu'on a appelée la loi Paris-Lyon-Marseille, qui ont doté automatiquement ces 3 villes en communautés urbaines. C'est l'intégration intercommunale. Il y a eu 4 à 5 volets de lois successives, qu'on a appelé notamment la loi structurante de 92, qu'on appelle la loi ATR, la loi pour l'administration territoriale de la République, qui s'est transformée en loi MAPTAM et en loi NOTRe. Je vous passe les détails. Toutes ces lois n'ont eu qu'un seul objectif, c'est de regrouper et d'étendre les intercommunalités pour renforcer le pouvoir des intercommunalités, pour éviter qu'elles ne prennent de l'argent aux contribuables pour ne partager que des tuyaux et des ordures ménagères. C'est un peu caricatural, mais c'est très très vrai ce que je vous dis. Alors, une dernière question pour le moment, parce qu'après, on passera à la bibliographie, au quiz, comme on le fait chaque fois. Donc, la dernière question pour toi. C'est pas une question, c'est une remarque à ce propos. On a quand même un peu l'impression, enfin, personnellement, j'ai eu un peu l'impression que cette dotation qui nous arrive, la manne qui nous arrive de la métropole, justement, et peut-être aussi, d'une façon détournée, une incitation à faire quelques dépenses qui n'auraient pas été faites si nous n'avions été qu'un petit village. Rond-point inutile, pas véritablement, enfin, à mon avis, nécessaire, etc. Des tennis couverts pour un village de 3000 et quelques habitants, alors qu'on avait déjà des tennis qui étaient bien opérationnels, etc. Enfin, je me réserverai sur la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est que de ma petite expérience professionnelle, le sens de la demande est plutôt de la base vers l'interco, et surtout en matière d'aménité comme ça, rarement de haut à vous demander de faire du tennis couvert ou autre. Quant au rond-point, alors vous savez que dans le raffinement français, ça dépend où est situé le rond-point. Si le rond-point est dans l'espace communal, c'est de la compétence voirie. Alors la voirie était à la commune, elle est passée à l'intercommunalité. Mais si elle est en dehors de la limite communale, c'est le département qui paye, et le département adore faire des ronds-points. Mais pas que le département de la Loire, hein. Tous les départements. Vous savez qu'il y a 60 000 ronds-points en France ? 60 000 ronds-points en France. J'ai entendu dire qu'il y en avait 4 ou 5 000 aux États-Unis, pour 60 000 en France. Et on va donner Moi, j'aimerais demander l'avis à l'urbaniste. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait jamais été imaginé d'approvisionner les villes par le métro. Pourquoi n'y a-t-il pas des métros de marchandises en dehors des heures de pointe ? Ça éviterait tous ces livreurs qui bloquent les routes. Et voilà, c'est une de mes questions. Alors, je ne suis pas un spécialiste du fret, mais j'ai quelques éléments de réponse. Et en plus, on a eu une expérience
malheureuse à Saint-Étienne, qui était en expérimentation avec la Poste. Toute la problématique que vous soulevez, c'est ce qu'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Et le problème du dernier kilomètre, c'est qu'il y a de la manutention. Et alors, le métro, j'imagine que c'est ça, mais en tous les cas, il y a eu une tentative, une expérimentation de livraison du dernier kilomètre par le tramway à Saint-Étienne il y a quelques mois. Et ce qui a posé problème, c'est deux choses toutes bêtes. La première, c'est l'espace, le seuil qu'il y a entre le métro et le quai, enfin le tramway pardon et le quai, qui fait que les palettes, les chariots ont du mal à passer. Et ensuite, il y a beaucoup de manutention. Et donc, ce que vous gagnez en efficacité TC, vous le perdez en manutention. Donc aujourd'hui, ce qu'on imagine, c'est plutôt de la livraison désegmentée, c'est-à-dire des petits colis qu'on livre par des véhicules électriques, mais carrément au pied, ou carrément, même si on pouvait rentrer dans le magasin. Parce que finalement, la livraison, c'est un peu comme nous. Si on pouvait rentrer dans la boulangerie avec notre voiture pour prendre la baguette et partir, ça serait vachement commode. Et c'est un peu la problématique du commerce en centre-ville, c'est que les gens veulent bien marcher, mais pas quand c'est eux, parce que quand on veut faire un commerce, notamment un achat de nécessité, il faudrait qu'on soit le plus près possible, voire à l'intérieur même, en logique driving. Et ça, dans un espace dense, central comme est le centre-ville, comme sont les centres-villes, ça ne marche pas. Et la livraison, c'est à peu près la même logique. Donc j'imagine que pour le métro, en plus de ces questions de manutention, vous avez toute la logistique de descente des charges et de remontée des charges en surface. Mais techniquement, tout est possible. La question, c'est ensuite l'économie qu'il y a derrière pour que le modèle économique fonctionne. Et d'ailleurs, l'expérimentation tram n'a pas marché pour des raisons économiques, de coût humain. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de la trame verte. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui a été mis en place et ce qui va être mis en place sur Saint-Étienne? Sur Saint-Étienne? Oui. Alors, je ne fais pas partie des services municipaux, donc j'ai qu'une vision un peu générale des choses. En revanche, vous avez dû entendre parler d'une démarche assez structurante depuis un an et demi, qui s'est appelée la trame verte et bleue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec tout un programme d'action qui vise à reconnecter la ville avec la nature et à articuler les espaces de nature entre eux, de manière à ce que alors c'est pas les animaux qui se baladent, mais qu'en tous les cas il puisse y avoir des connexions vertes entre l'espace de centre-ville, la place Jean Jaurès qui est derrière nous, et les espaces de nature, c'est-à-dire comment je peux à pied et de façon relativement sécure et facile relier la place Jean Jaurès à la colline de Montaut par exemple. Donc il y a eu tout un gros travail d'identification des ruptures dans l'articulation de la trame verte, voir comment on pouvait reconnecter tout ça de manière à créer ces accès aux espaces de nature, remettre un peu de nature en ville lorsqu'on le pouvait, et surtout articuler les espaces de nature entre eux, de manière à ce que là, pour le coup, les animaux gros et petits puissent circuler d'un espace à l'autre. Parce que finalement, à Saint-Étienne, ce n'est pas forcément ce qui se passe tout autour de la ville qui est important, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur même de l'espace urbanisé, puisqu'il y a des poches de nature à l'intérieur des espaces urbanisés. Donc aujourd'hui, il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'actions qui ont été répertoriées et qui doivent être mises en place au fur et à mesure, qui visent par exemple à renaturer l'espace du bassin du Janon à Terre-Noire, qui vise à reconnecter le haut de la vallée du Furan au contrefort du Pilat, qui a commencé à se mettre en œuvre avec un espace de circulation doux autour de la ceinture ouest de Saint-Étienne, etc., etc. Voilà. Par exemple, renaturer aussi le bois d'Avez, et revaloriser le haut de la colline de Villebeuf, puisque vous savez que vous avez un espace de nature fabuleux en haut de Villebeuf, que à peu près personne à Saint-Étienne ne fréquente, sauf certaines populations. Voilà. Et il en est de même dans plein d'endroits de la ville. Et donc l'idée, c'était d'articuler ces espaces-là. Il y a d'autres villes qui sont allées encore un petit peu plus loin, puisque à cette trame verte et bleue, ils ont superposé ce qu'on appelle un schéma de maillage et d'accessibilité. Le maillage, je viens de vous en parler. Le problème, c'est bien l'accessibilité. Et donc, la question qui pourrait être à Saint-Étienne, c'est comment, de n'importe quel espace de la ville de Saint-Étienne, je peux, de manière pédestre, on dit aujourd'hui pompeusement en mode actif,
je peux relier mon espace d'habitat à un espace de nature en rencontrant le moins de difficultés de franchissement, de voies, de circulation, quel que soit son mode possible, avec éventuellement aussi une capacité de le faire à vélo, et éventuellement de manière un peu verte, c'est-à-dire avec quelques alignements d'arbres de haute tige, de manière à pouvoir avoir un vrai maillage vert entre mon espace d'habitat et mon espace entre guillemets récréatif ou de promenade. Voilà. Qui permet également d'avoir de la végétation, donc de la nature en ville, donc d'abaisser la température, etc. Enfin, je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais vous parler des grands projets en cours, à savoir la ligne de tramway, la nouvelle, et puis le centre commercial Style. Je voulais savoir, effectivement, je pense que des projections économiques ont été faites, et compte tenu de ce que vous disiez précédemment, savoir que la ville n'était pas quand même dans une expansion extraordinaire, qu'est-ce qui en était attendu effectivement? Alors, je vais commencer par le tramway, puisque vous avez commencé par le tramway. La ligne de tramway dans l'extension de la 3e ligne, qui fait à peu près 4 km de long, a été, uniquement, enfin pas uniquement, ça serait réducteur, a été projetée pour 2 raisons. La première raison, pour 2 raisons et 2 constats. Le premier constat, c'est la saturation de la ligne 1 nord-sud de l'axe de tram, avec un cadencement qui devient compliqué, puisque en heure de pointe, on est à 4 minutes, et que dans les espaces, vous savez, les tramways, c'est comme les trains, ce sont des sillons. Et donc, à un moment donné, vous ne pouvez plus mettre de trams les uns les autres, parce qu'en plus, à la différence des trains, les tramways fonctionnent à vue. Donc quand vous avez un tramway qui freine, vous avez un certain nombre de signalisations, mais il y a des fois dans les segments, vous n'avez pas de signalisation. Donc il faut que le conducteur du tram ait la présence d'esprit de se dire « Hop, moi je m'arrête parce qu'il y a mon copain en face qui est arrêté ». Ça, c'est le premier élément. En sachant, deuxième constat, que sur la totalité de l'utilisation des transports collectifs stéphanois, donc bus, tram, les tramways représentent à eux seuls la moitié des transports de l'agglomération. Donc il y a un hyper-usage du tramway. La troisième raison, elle est plus subjective, mais ça c'est un constat que l'on voit partout. Partout en France où on a du tramway, l'usage du tramway est dans un spectre social beaucoup plus large que le simple bus, parce que tout simplement utiliser un tramway, c'est plus sympa que du bus. La quatrième raison, qui est une raison de nature plus politique, c'est qu'un tramway, c'est un vecteur de régénération urbaine. C'est-à-dire que partout où on a installé des tramways, ça a toujours été accompagné d'une régénération de la ville. Et quand on sait comment ce quartier nord-est, ce grand quartier nord-est de la ville était urbanisé un peu cas un cas, aussi bien dans sa population que dans ses formes urbaines, et qu'il a vocation à relier des lieux quand même emblématiques, puisqu'il va desservir la plaine Achille, avec aujourd'hui la majorité des équipements de culture de la ville, et extra-ville aussi, puisqu'il n'y a pas que les gens de Saint-Étienne qui fréquentent la Comédie et le Zénith. Quand on voit qu'il va fréquenter le stade et qu'ensuite il va prolonger vers l'hôpital, c'était autant de bonnes raisons d'accompagner cet aménagement, le besoin d'un transport collectif, par quelque chose qui soit relativement emblématique et qui accompagne en plus la régénération urbaine en profondeur. Dit autrement, la mutation de la ville sur elle-même et donc un nouvel espace d'urbanisation. Et c'est pour ça que le tram a été préféré à ce qu'on appelle un autre transport collectif en site propre, du TCSP, qui pourrait être un bus à haut niveau de service, parce que le tram porte en lui des valeurs de régénération et une image qu'ont n'ont pas les autres modes de tramway. Voilà. Dans un investissement qui est relativement contenu par rapport à ce que coûte un investissement tram moyen, puisque là, le coût du tram sera inférieur à 20 millions d'euros par kilomètre, ce qui est la moyenne d'un investissement tram dans une ville normale. En parlant de tramway... J'ai oublié la deuxième partie. Ah, pardon. Alors oui, pardon, Style. Alors pourquoi Style ? Pour là aussi 2 raisons. La première raison, c'est un constat. Régulièrement, les chambres de commerce et d'industrie font des enquêtes qu'on appelle des enquêtes de comportement d'achat. Ils viennent d'en finir une il y a quelques mois, qui visent à mieux comprendre et connaître vos comportements d'achat. Pourquoi vous consommez là pour tel type de produit ? Pourquoi vous consommez ailleurs ? Qu'est-ce que vous consommez dans un panier moyen, etc. Et surtout, où vous consommez ?
Et donc il y a quelque chose qui fait peur à n'importe quel acteur économique et politique dans une ville, c'est ce qu'on appelle commerciale. L'évasion commerciale. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc dans l'évasion commerciale, il y a eu des enquêtes qui montraient qu'il y avait une évasion commerciale assez forte en direction de la vallée du Gier, donc on peut imaginer vers Givors, et au-delà vers Lyon. Et donc, ils se sont dit, si on veut garder cet argent pour nous, ce pouvoir de dépense pour nous, il faut qu'on crée un équipement qui soit de nature à stopper les velléités acheteuses de la population qui auraient envie d'aller plutôt vers Lyon consommer. Alors ceux qui ont très envie de consommer dans la presqu'île, ça on ne les retiendra pas. Mais en revanche, ceux qui ont plutôt envie de consommer dans des magasins qu'on appelle plus de mainstream, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu qui sont des magasins type de galeries commerçantes, eux on peut les stopper. Et donc c'est autant de devises qui ne va pas partir vers la vallée du Gier et au-delà et qui restera sur le territoire stéphanois. Et dans une vision, si possible, plutôt complémentaire à ce qui se passe ailleurs, le ailleurs étant respectivement Auchan, Villars et sa galerie commerçante et Centre 2. D'où l'idée de créer quelque chose à cet endroit-là, qui est en plus le point, la confluence de deux routes, de deux systèmes autoroutiers assez structurants pour le déplacement, y compris des altiligériens, parce qu'on pensait quand même au-delà de Saint-Étienne, vers la plaine du Forêt d'une part et vers la Haute-Loire d'autre part. Et à un moment donné, le groupe Casino dit, si vous mettez quelque chose, moi je suis prêt à investir là. Donc ils se sont dit, banco. On crée ce fameux centre commercial qui sera la réponse à nos préoccupations et à cette fameuse évasion commerciale. Le problème, c'est que entre le moment où Casino dit banco et le moment où on commence à acheter des pollués, parce que vous rappelez-vous ce qu'il y avait, c'était pas GG, donc il y a un certain nombre de temps nécessaires à l'acquisition foncière, à la dépollution et à ce qu'on appelle le recyclage du foncier, c'est-à-dire à la mise à disposition du foncier pour que les pelleteuses arrivent, etc. Il se trouve que Casino s'est trouvé dans une mauvaise posture outre-Atlantique et que tout le cash qu'il avait, qu'il allait mettre en partie à Saint-Étienne, dans un espèce de format un peu innovant, il a dit « j'ai plus les moyens, j'investis plus ». Le problème, c'est qu'entre-temps, vous avez commencé à acheter des terrains, vous avez commencé à prendre des options, et tout le fric que vous avez mis là, passez-moi l'expression, il faut bien avoir un retour sur investissement parce que ça pèse, ce qu'on appelle techniquement le portage foncier, ça a un coût parce que c'est pas parce que vous avez acheté du foncier en public à une destination d'une opération très intéressante que vous êtes exonéré de fiscalité, etc. Et si en plus vous avez pris des emprunts, quelle que soit la nature de vos emprunts, à un moment donné, il faudra les payer. Donc il fallait trouver une solution, et la solution c'est Style. Voilà. Alors ça, madame, c'est un autre problème. Effectivement, que vous ayez des sous ou pas, de toutes les manières, il y a quelques dizaines de millions d'euros qui, tous les ans, s'en vont de Saint-Étienne pour aller se dépenser ailleurs. Et donc, l'idée de se dire, c'est qu'on n'en retiendra pas tous, mais si on peut en retenir un petit peu, il vaut mieux qu'ils soient chez nous plutôt qu'ailleurs. Après, il y a un autre élément qui, entre-temps, est arrivé et que personne n'avait vu venir, c'est le e-commerce. Et la principale évasion commerciale du territoire stéphanois, 10,2%, c'est le e-commerce aujourd'hui. Oui. Bon, vous avez parlé au début de l'influence des grosses compagnies sur l'évolution de l'urbanisation et de tramway. Ça me fait penser au cas d'école de Los Angeles. Jusqu'à la guerre, je crois, il y avait une compagnie de tramway florissante à Los Angeles. Et un jour, 3 hommes d'affaires, un pétrolier, un producteur de voitures et un bétonneur ont décidé de faire un consortium pour acheter la compagnie de tramway, qu'ils ont coulé bien entendu, et qu'ils ont favorisé la voiture, ce qui est devenu Los Angeles, qui est une ville normale, et qui maintenant est une ville invivable, tellement qu'elle est étendue, tellement qu'elle est polluée, et il faut absolument la voiture. Voilà. C'est exactement le modèle américain, je vous ai parlé de Détroit tout à l'heure. On pourrait même citer un exemple de l'actualité récente. Il n'y a qu'aux États-Unis où on voit des compagnies d'électricité faire faillite. Eh bien, ça existe. Il y en a une qui a déposé le bilan la semaine dernière. Donc, on est vraiment dans le système totalement libéral américain où vous avez la capacité d'avoir des OPA sur à peu près tout et n'importe quoi dès lors qu'il y ait de l'argent à se faire. En France, ça peut pas se faire pour 2 raisons. En tous les cas, pas comme ça. Pour 2 principales raisons.
La première raison, c'est que les grands services urbains sont au moins en partie publics. Quand vous avez la STAS est une délégation de service public, c'est-à-dire que c'est un privé qui assure au nom de la collectivité un service public, avec un contrat qui est encadré. Donc il y a des transactions financières, mais il y a un service qui est assuré et un service public qui est assuré. Donc il y a un minimum. Et donc derrière cela, deuxième raison, il y a de l'argent public qui est investi parce qu'il se trouve que le privé qui a l'utilisation, enfin le service, la DSP, la délégation de service public de la STAS, là un petit peu dans d'autres villes de France, et il se trouve que dans le capital de cette société très privée, il y a un acteur très très public qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Donc aujourd'hui, la faillite d'un système ne peut pas avoir lieu en France parce que au lendemain de la guerre, une fois qu'on a reconstruit le pays, qu'on a commencé à le moderniser, il y a quelqu'un d'assez intelligent qui s'est dit on crée la Caisse des dépôts et consignations qui sera le grand banquier, le grand argentier des collectivités françaises et d'abord de l'État. Et je peux vous dire que la Caisse des dépôts et consignations, elle a l'air insuffisamment solide pour avoir la Compagnie des Alpes, c'est-à-dire chaque fois que vous prenez le tire-fesse dans une société, dans une station des Alpes, c'est l'État qui vous fait remonter la pente. Quand vous utilisez les bus, c'est l'État qui vous transporte. Quand vous utilisez des grands centres commerciaux, il y a de grandes chances pour qu'une part de l'État vous aide à consommer votre argent, etc., etc. Donc, le modèle américain, aujourd'hui, est difficilement transposable en France, y compris dans le droit de l'urbanisme, où aujourd'hui, la grande négociation de l'acteur privé et de l'acteur public se fait au niveau du droit à construire à travers les documents d'urbanisme qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, avant les plans d'occupation des sols. En revanche, les grands opérateurs financiers peuvent influer sur l'image de la ville. Est-ce que vous imaginez qu'au tout début où on a prévu Confluence, il était prévu d'avoir des bureaux et des logements au-dessus du centre commercial de Confluence? Vous les avez vus? Il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les investisseurs qui investissent dans la majorité des bureaux de Confluence sont des investisseurs qui ont envie de faire une opération immobilière. Petite incise, un centre commercial Auchan, Villars, Montieu-Pont-de-Lanne, aujourd'hui, pour une foncière immobilière, le retour sur investissement, c'est entre 5 et 7 ans. Quand c'est 7 ans, vous avez fait une mauvaise opération. Quand c'est 5 ans, c'est une durée moyenne. Quand vous avez fait un bon placement immobilier, c'est 3 ans. Vous rentabilisez votre centre commercial en 3 ans. Donc vous imaginez pourquoi aujourd'hui, les dizaines de millions de mètres carrés qui sont construits tous les ans sont plutôt sous format de retail plutôt que de petits commerces en centre-ville. Même si le vent est en train de changer. Même si le vent est en train de changer. Donc pour revenir à Confluence, le modèle original était un modèle multifonctionnel où vous aviez en bas un centre commercial sur 2 étages, un étage de bureau, 4 étages de logement. Le problème, c'est que l'investisseur a dit « Moi, je sais gérer un centre commercial, mais je ne sais pas gérer de bureau et encore moins de logement. Je perds de l'argent, ça ne m'intéresse pas. » Et en fait, au final, celui qui a mis la valise à billets sur la table, c'est celui qui savait gérer des centres commerciaux parce qu'il savait les construire, donc les rentabiliser dans les surfaces commerciales, les cellules commerciales. Il savait les vendre, il savait les gérer, il savait les relouer. Et il savait gérer l'immobilier avec tout le staff qu'il faut pour gérer ça. En revanche, ça ne l'intéressait pas parce qu'il n'avait pas le modèle économique qui permettait de faire la même chose en immobilier de bureau et encore moins en logement. Donc, il n'y a eu qu'un centre commercial. Parce que ce ne sont que des opérations immobilières. Aujourd'hui, ce n'est pas exagéré de dire qu'on est dans un modèle, dans les grands centres urbains, de financiarisation de la ville, parce qu'aujourd'hui, quand on fait une opération financière avant de faire une opération immobilière. La preuve, la rue Grolet, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la rue Grolet à Lyon, mais elle est passée des mains de Lyon aux mains de Qatari, et via une société d'assurance anglaise, qui a perdu du pognon d'ailleurs comme la ville de Lyon, et ceux qui se sont fait de l'argent et qui se font des marges aujourd'hui, ce sont les Qataris. Oui, on a parlé tout à l'heure de deux schémas de ville. On a la ville étalée, telle qu'on la connaît ici à Saint-Étienne, avec la plaine du Forêt, la proche Haute-Loire, etc. L'envie de la ville compacte, la ville durable. Vous êtes à l'agence d'urbanisme, vous travaillez sur tout le bassin Sud-Loire. Qu'est-ce que vous conseillez aux élus, qui sont du coup très disséminés dans le territoire, pour justement les
les mener vers une ville moderne. Quelle est l'idée de la ville du futur que vous portez auprès de ces élus et auprès des gens qui fabriquent la ville, entre ces deux modèles qui sont complètement contradictoires, enfin qui semblent contradictoires, entre la ville compacte et la ville étalée, dont l'une est une réalité, la ville étalée, et l'autre est un souhait, peut-être. Votre question est tout sauf facile parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a plus de modèle. Vous avez des modèles, hein, La Cotonne, Montreno, ce sont des modèles de morceaux de ville idéal qui ont souvent été faits par des grands prix de Rome et dont on voit aujourd'hui quelles sont les limites lorsque tous les ingrédients ne sont pas au rendez-vous et qu'il y a des ruptures. Donc j'aurais tendance à dire que nous, aujourd'hui, dans notre devoir de conseil à l'agence d'urbanisme, on ne conseille pas de modèle idéal parce qu'on ne croit plus en modèle idéal. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la bonne réponse est une réponse qui est hybridée et qui permet d'avoir toutes les échelles en une. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourra pas lutter contre les éléments de marché, même si on régulait et qu'on fermait le robinet foncier, pour le dire très vite, on n'arriverait pas à lutter contre les aspirations sociétales, parce que les aspirations sont plus fortes que les politiques publiques. En revanche, mettre des maisons là, sans service, ce que je vous disais en filigrane tout à l'heure, et mettre les services à un autre endroit sans capacité à relier les deux, ça on sait que c'est une mauvaise réponse. Donc l'idée est plutôt d'avoir un aménagement raisonné du territoire qui consisterait à dire qu'il y a une ville des proximités et qu'il y a une ville des centralités plus importantes. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre de l'université, je caricature, hein, mais qu'il faille mettre de l'université dans tous les petits bourgs de la plaine du Forêt plus Saint-Étienne, parce qu'aujourd'hui on sait très bien que ce qui est structurant, c'est le poids que pèse l'université dans son système par rapport à d'autres systèmes universitaires. Donc là, on est plutôt dans un système de la concentration. En revanche, face à des aspirations individuelles, par exemple sur les lieux d'habitat, il faut absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure, mettre en place des politiques du quotidien qui consistent à offrir du service quotidien à proximité des lieux quotidiens de vie. Parce que si vous êtes obligé, que vous habitez Saint-Marcellin, que vous êtes obligé de venir à Saint-Étienne pour retirer un paquet à la poste, la dépense énergétique, etc. n'est pas possible. Donc il y a plusieurs échelles de réponse en fonction du gradient de quotidienneté du besoin de service. Là où aujourd'hui, objectivement, ça coince, c'est sur la question de l'argent en général et de la réciprocité en particulier, c'est-à-dire que vu la raréfaction des deniers publics, chacun a tendance à se recroqueviller sur sa capacité à capter des financements et à ne pas coopérer avec les autres. Or, précisément, l'enjeu, il est dans l'articulation ou la réticulation des choses, c'est-à-dire la mise en réseau et donc le partage de la richesse. Et donc, il faudrait remettre à plat complètement le système de fiscalité aux collectivités, de manière à ce que l'argent aille là où il y a des besoins de services et non pas là où l'argent et l'impôt est capté. Voilà. Parce qu'il y a des grandes différenciations et donc du coup des grands écarts qui sont d'autant plus creusés que très souvent là où il y a de la ressource fiscale, il y a de la capacité fiscale des ménages. C'est-à-dire que globalement, là, aujourd'hui, vous savez que la fiscalité de l'entreprise pèse de moins en moins dans la dotation aux collectivités, puisqu'il n'y a plus de taxes professionnelles, et que la fiscalité qu'a mise en place Jacques Chirac à l'époque ne compense pas les recettes de taxes professionnelles. Donc la fiscalité des ménages est devenue une fiscalité hyper stratégique pour la collectivité. D'où l'envie et l'appétit de certaines communes d'accueillir de la population, parce que bien évidemment, ça demande des services qu'on minore un petit peu moins, mais on est tous pareils, je vais vous dire pourquoi. Mais en revanche, on voit moins le nouvel habitant que le nouveau ménage fiscal qui pourrait arriver. Ce que l'on minore, c'est souvent la charge et la dépense que demande l'habitant. Mais on est tous pareils. On a fait à l'agence un petit modèle que vous pouvez utiliser qui s'appelle... je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Qui est un petit calculateur sur les coûts induit de la localisation résidentielle. Je schématise, je suis locataire rue Michelet à Saint-Étienne, je veux acheter quelque chose dans la plaine du Forêt, je rentre mon lieu, plein de petites informations, le niveau de loyer, la fiscalité actuelle et les informations futures, je mets à l'intérieur aussi où je travaille, avec quels moyens de locomotion j'y vais, et je vous calcule non seulement les consommations énergétiques induites par votre nouveau projet, mais en plus, je vous calcule
le reste à vivre de votre budget lié à votre nouveau choix résidentiel, qui intègre les charges de chauffage qu'on a minorées, qui intègre la taxe foncière qu'on a minorée aussi, etc., etc. Et très souvent, quand on fait le petit calcul, on a fait plein de simulations, on s'est amusé des journées durant, et ben, on a fait des calculs, et ben, je peux vous dire qu'à chaque fois, le reste à vivre est inférieur à ce qu'on avait imaginé. Parce que la résidentialisation a un coût. Elle a un coût. Donc ça s'appelle e-mob.fr. Mais vous pouvez y aller par le site epure.com et vous y trouverez. Voilà. Et donc vous pouvez très facilement calculer cela. Et la collectivité, monsieur le maire, pour le dire vite, fait exactement comme vous, c'est-à-dire qu'il voit la recette fiscale, mais il ne voit pas la dépense induite. Très souvent. C'est pour reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire le choix que l'on peut avoir entre la dispersion, l'extension de la cité ou au contraire sa concentration. Il faut dire que maintenant, on a tendance quand même à une densification de plus en plus dans les agglomérations. Hein. Mais c'est une expérience que l'on a, mon mari et moi, de la cité de Canberra, en Australie, puisqu'on y va régulièrement pour des raisons familiales. Et on a exactement cette espèce de compromis entre les deux. Alors certes, c'est une ville nouvelle. Hein. Nouvelle, elle n'a pas tout à fait 100 ans encore, presque 100 ans. Si, elle a eu 100 ans, je crois. Donc c'est une ville qui est partie de rien. Hein. On n'a pas tous les inconvénients des villes où il faut chasser les murs anciens, etc. Mais on arrive à cette parfaite harmonie entre l'expansion et tout. Alors la ville s'étend parce que de plus en plus, il y a des habitants qui viennent parce que c'est quand même la capitale, même si c'est une petite ville au standard australien. Hein, 400 000 habitants, c'est pas beaucoup. Donc on la voit s'étendre d'année en année, mais de façon spectaculaire. Quand on parle d'extension, pas très loin de chez notre fille, c'était je ne sais pas combien de kilomètres carrés d'un nouveau quartier. Et alors, cette extension qui se fait, donc cette dispersion de la ville, ne fait pas pour autant, ne donne pas cette impression donc, de dilution des choses et de séparation des différents services, mais à l'intérieur de chaque quartier que l'on construit, et ce sont des quartiers énormes, ce sont véritablement des petites villes que l'on construit, il y a tout. Il y a tout. Il y a aussi bien le centre commercial que le temple, l'église, la maison médicale, l'école, etc. Et donc, on fait cette espèce de mix entre les deux, la diaspora de la ville et puis la centralisation de ces petits quartiers. Et je trouve que c'est assez bien réussi et ça résout peut-être aussi les problèmes fiscaux, je ne sais pas. Alors bon, la comparaison de la fiscalité entre pays est différent, enfin est assez compliquée, hein, et donc c'est très très différent. Pour autant, il y a ce genre de ville entre guillemets nouvelle, en tous les cas pas très ancienne, est directement issu d'un certain nombre de théories d'ailleurs qui vous étonneraient, qui sont souvent des théories issues du SIAM, des congrès internationaux d'architecture moderne, portés par un certain Le Corbusier, avec la ville fonctionnelle, la séparation des fonctions, donc on connaît bien, mais qu'on a eu une certaine interprétation dans les pays européens. Et d'autres interprétations dans les pays anglo-saxons, qui a d'ailleurs été repris il y a une quarantaine d'années sous le vocable de New Urbanism, qu'on a vu notamment en côte est de la Floride, au-dessus de Fort Lauderdale, où vous avez justement les premières aspirations de mise en application des théories de l'école de Chicago à travers une approche développement durable qui vise alors à la mode anglo-saxonne, hein, une urbanisation d'îlots, mais où justement ça fonctionne en micropolarité qui permettent d'avoir dans son quartier, en fait, dans la notion de quartier, une majorité de services, voire tous les services dont on a besoin pour la quotidienneté. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en France à partir de la planification. Sauf qu'en France, on confond deux grandes notions qui sont profondément différentes. L'étalement urbain et la périurbanisation. L'étalement urbain, c'est la forme urbaine produite, c'est-à-dire, c'est la forme, pour le dire vite, pavillonnaire, maison avec jardin, où chaque fois que vous avez un nouvel habitant, il consomme plus que les 10 habitants qui habitaient là depuis 40 ans, parce qu'on a besoin de foncier, etc. Ça, qui est lié par une forme de production de l'urbain, c'est-à-dire qui paye le tuyau. Et quand on voit qui paye le tuyau et qui est à la charge des tuyaux d'assainissement et d'adduction d'eau, on comprend pourquoi on a eu cet étalement urbain. En revanche, on confond cet étalement urbain avec la périurbanisation. La périurbanisation n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque ça tend à se dire qu'autour des grandes villes, on crée des centralités, des polarités qui ont tendance justement à accueillir ces services du quotidien. Donc une périurbanisation maîtrisée est bonne parce qu'elle permet
de mettre des services quotidiens à distance du centre et donc de réguler les besoins d'accès au centre en fonction de la quotidienneté des besoins et des services. On ne va pas tous les jours à l'hôpital, enfin on l'espère, on ne va pas tous les jours acheter une voiture ou au théâtre. En revanche, on va tous les jours au pressing, à la petite alimentation, je ne sais pas trop quoi. Et donc, on met à distance là. Si on règle cela par un aménagement régulé de cette périurbanisation avec des formes urbaines plus denses, que cet étalement urbain qui est entre 9 et 10 maisons à l'hectare, quand vous avez dans les centres villageois plus de 60 maisons à l'hectare, logements à l'hectare, vous vous dites qu'on a une marge. Voilà. Sauf que le modèle dominant aujourd'hui français est plutôt l'aspiration à la maison individuelle et le rejet de cette densité. On a dans le SCOT qui nous régit, c'est-à-dire le schéma de cohérence territoriale qui donne les grands équilibres d'accueil résidentiel et les grandes densités d'accueil des fonctions dans la grande région stéphanoise, on a mis en place dans les centralités, Saint-Galmier, Saint-Marcellin, Saint-Just-Saint-Ambert, voire la Grand-Croix, Rive-de-Gier, des densités moyennes de 25 logements à l'hectare. On se fait brancarder régulièrement par les élus parce que c'est trop dense. Quand on leur fait une analyse typomorphologique, on est entre 50 et 80 logements à l'hectare. Quand on demande que les nouvelles formes urbaines soient à 25 logements à l'hectare. Donc on voit bien qu'on a un problème avec la densité qui est un problème culturel et qui est un problème de mode de vie. Avec en plus un parc de logements collectifs totalement, pas inefficace, mais en tous les cas qui ne s'adapte plus au mode de vie, puisque globalement, on manque de place et on n'arrive pas à faire évoluer le logement avec l'évolution de la vie. On a un nouvel enfant, il faut qu'on change de logement. On accueille la grand-mère ou le grand-père parce qu'il perd en autonomie, il faut qu'on change de logement ou qu'on mette des normes handicapées, etc. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, regardez ce qui se passe en Europe du Nord, les logements sont hyper modulables, avec en plus souvent ce qu'on appelle la pièce supplémentaire ou la pièce collective qui permet aussi de gérer temporairement des étapes dans la vie. Le seul principe constructif est complètement différent, je m'en arrêterai là. Quand vous construisez votre logement en France, vous avez des tuyaux qui vous amènent l'eau et l'évacuation à un seul endroit dans les pièces humides. Quand vous êtes dans les pays baltiques, vous avez 4 à 5 faisceaux dans tout l'appartement. Il suffit de changer les cloisons, vous pouvez transformer votre chambre en salle de bain, votre salle de bain en cuisine, votre séjour en machin, etc. Parce que vous avez 4 à 5 attentes, ce qu'on dit des attentes, c'est-à-dire des tuyaux qui servent à rien, qui sont répertoriés ou disséminés plutôt dans le plateau que vous avez organisé en logement. Essayez de faire ça en France, ça vous coûte 100 000 euros. Enfin, non pas 100 000 euros, mais 50 000 euros. Parce qu'il faut changer les cuivres, parce qu'il faut changer ci, etc., etc. Et en plus, si vous voulez le faire et que la copropriété n'est pas d'accord, vous en avez pris pour 10 ans. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'adaptation du parc actuel, plus un modèle d'aspiration d'un parc ou d'un modèle d'habitat différent, qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu sclérosé dans nos capacités d'évolution. Et je vous propose qu'on passe à la dernière question, parce que le temps passe vite et qu'on a une règle immuable, on termine à 9h30. Donc, qui veut poser la dernière question ? J'ai coupé l'ambiance. Ce qui est un peu dommageable, c'est qu'on essaie de réintroduire la nature dans la ville après l'avoir beaucoup massacrée, et ce, il n'y a pas encore très longtemps. Quand on voit les places publiques qui sont, par exemple, Marengo, et qui était quand même un jardin encore, et qui a été minéralisé au possible, et quand on nous promet, je prends l'exemple de Chavanel, qui n'était pas une place qui était végétalisée, hein, mais quand on a démoli Chavanel, qu'on a installé les bus après, puis qu'on a dit plus de bus ici, etc., on va faire une place végétalisée, et quand vous voyez les 3 arbres qui se courent après, et le petit bout de jardin qui est dans un coin, on n'a pas l'impression qu'on ait vraiment eu la volonté de végétaliser, de réintroduire la nature. Et ça, c'est un peu dommage. C'est d'autant plus dommage qu'il faut se rappeler quand même que le mot ville vient du mot villa en latin, et que c'était une propriété rurale, et qu'elle était à la campagne. Oui, on ne peut que partager votre constat. Après, on a beau avoir des explications techniques
qui fait que essayer de planter un arbre de haute tige qui tient la route quand vous avez que 50 cm de terre, parce qu'en dessous il y a un parking, comme c'est aussi la place sur l'hôtel de ville, ça explique en partie, mais ça n'explique pas tout, je suis d'accord. Mais en fait, on peut presque imaginer qu'il y a un processus culturel de balancier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la ville a été l'expression de l'urbanité dans une version un peu hygiéniste, c'est-à-dire que c'est là où on sortait de la campagne, où on connaissait le progrès social. Ce progrès social, c'était de l'architecture, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, le constat qu'on partage tous, c'est que l'architecture est la seule expression de la culture que l'on pratique tous les jours, à toute heure du jour et de la nuit, puisque quel que soit le lieu que vous pratiquez dans la ville, c'est un élément d'architecturé. L'espace public, le bâtiment, qu'il soit beau ou laid, c'est pas le problème, vous pratiquez de l'architecture quotidiennement. Après, il faut que l'architecture réponde, élève, mais ça c'est un autre problème, mais on pratique l'architecture tout le temps. Et donc cette architecture, elle a été faite principalement avec les codes de l'architecture, c'est-à-dire l'expression architectonique, c'est-à-dire les plis et les replis de la matière. Et donc on était en train de dire qu'on avait dominé la nature avec l'architecture et donc avec la ville et la mise en société. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vu venir les aspirations sociétales, les problèmes écologiques et les problèmes environnementaux, et qu'aujourd'hui, on a l'impression, enfin, qui est sûrement une réalité d'ailleurs, hein, que le salut vient plutôt de la renaturation. Donc, on va de plus en plus détruire les espaces minéraux pour remettre de la nature. On remet des petites abeilles en ville parce qu'on se rend compte que comme les oiseaux, elles vivent mieux en ville qu'à la campagne où elles se font trucider par les agriculteurs. On s'aperçoit que finalement, il vaut mieux pas habiter à côté des vignes parce qu'on a une santé plus fragile avec les vignerons qui sulfatent à plus savoir qu'en faire. Et donc, on se rend compte que finalement, le meilleur espace de nature, il est encore en ville aujourd'hui. D'où Édouard François qui a été le premier à végétaliser les bâtiments. Avec des pots de fleurs, d'où aujourd'hui les villes végétales, d'où les jardins verticaux, voire les fermes urbaines verticales, etc. Est-ce qu'on va en arriver au soleil vert où on aura complètement supprimé la nature et on se nourrira avec des petites pilules? Ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit que la meilleure nature qui soit, elle se trouve encore en ville. Encore faut-il la construire. Voilà. Il a essayé le plus possible, c'est pas très vieux, hein, il a essayé le plus possible de préserver la nature. Alors, il est un des rares à avoir fait ça, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas aux États-Unis, mais j'ai l'impression que chez nous, ça a été une espèce de construction, enfin de minéralisation complète. Et quand vous disiez au début que la ville, c'est le signe de la culture par rapport à la nature, il ne faut pas oublier que culture, ça veut dire aussi autre chose. Je suis d'accord. En revanche, il y a un élément que vous oubliez, c'est que les villes américaines ont été souvent construites ex nihilo et que nous, on a un héritage dense lié à l'approche médiévale et donc à l'approche défensive de la ville. Parce que si la ville est née des aspirations rurales de la villa romaine, le premier élément qui a fait la ville, c'est d'abord la défense et ensuite le commerce. Et que pour ça, il fallait se regrouper et on s'est relativement regroupé. D'ailleurs, un seul exemple, est-ce que vous savez qu'à la sortie du Moyen-Âge, la ville de Nîmes tenait dans les arènes? Pour des raisons évidentes de défense. Après, la ville est sortie de l'enceinte des arènes, mais la ville médiévale de Nîmes tenait dans des arènes. Donc aujourd'hui, Montpellier, le centre-ville de Montpellier, 436 hectares, allez essayer de planter un arbre dans l'écusson de Montpellier, on ne peut pas. La ville est hyper minérale, elle est hyper dense, comme Aix-en-Provence d'ailleurs. Donc, et Saint-Étienne n'a pas ce passé historique, mais elle a une densité tout aussi comparable, parce que faire habiter les habitants, c'était nécessaire pour des raisons économiques, mais ça prenait toujours trop de place par rapport à l'emprise de la manufacture. Et donc il fallait, à un moment donné, utiliser de l'espace pour loger les habitants, mais le moins d'espace possible, comme ça c'était de l'espace gagné. Donc aujourd'hui, on hérite de ce passé, et revégétaliser la ville, il faut composer avec l'héritage dense et minéral qu'on nous a laissé. Donc ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, surtout quand la culture locale stéphanoise dit « ça ne sert à rien de mettre de la verdure dans la ville, on l'a tout autour ». Voilà. Quant à la place Chavanel, je suis complètement d'accord avec vous,
Mais certains beaux esprits stéphanois disent que de toute manière, il n'y avait pas lieu de la végétaliser parce qu'il fallait se souvenir, et il faudra toujours se souvenir, que Chavanel est la première emprise de la première manufacture royale. On vous avait aussi promis une super place végétalisée, place de l'hôtel de ville. La Mireille, on va arrêter. L'heure, c'est l'heure. Bon, il faut qu'on remercie notre conférencier qui a été passionnant. Merci Frédéric.